À toutes et tous. Le thème de ce soir est le théâtre comme outil à la fois scientifique et politique. Est-ce que c'est un outil légitime? En effet, donc, dans ces dernières années, on a eu un nouvel intérêt pour le théâtre, à la fois comme outil d'analyse et de communication scientifique, mais aussi comme moyen pour maintenir vivante la scène citoyenne. Et donc les initiatives autour du théâtre en tant qu'instrument hybride à la croisée entre les arts et les sciences se multiplient et décloisonnant les disciplines et nourrissant le débat public. Et aujourd'hui, on parle de tout cela et surtout de toutes les expériences autour du théâtre ainsi entendu avec Ulysse Baratin, qui est le programmateur, qui est critique d'art et de littérature d'abord, et programmateur du théâtre La Reine Blanche. Alors Ulysse, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur qu'est-ce que c'est La Reine Blanche, ce théâtre qui n'est pas comme les autres? Voilà. Merci beaucoup Irène. Je prends le micro comme ça, le son sera excellent. La Reine Blanche, c'est donc un théâtre qui a été créé il y a 7 ans et demi maintenant, et dont l'intitulé total c'est la Reine Blanche, scène des arts et des sciences. Et il y a 7 ans et demi, le théâtre a été repris par une dame qui s'appelle Elisabeth Bouchot, qui à la base est physicienne, centralienne, c'est une spécialiste de la physique des matériaux, et elle était directrice d'enseignement de l'ESPCI, donc en physique chimie industrielle à Paris, et c'est aussi une femme de théâtre. Et quand ce théâtre a été repris il y a 7 ans et demi, moi je suis arrivé juste quelques mois après, l'objectif c'était en effet de croiser les sciences exactes au début et le théâtre dans un objectif très, très simple qui était la diffusion de la culture scientifique. C'est-à-dire que Elisabeth Bouchot partait d'un constat très clair qui était qu'il y avait une lacune de connaissances, tout simplement, de la grande majorité des citoyens français de ce qu'étaient les sciences exactes, dites exactes. Donc, elle venant de la physique, ça lui tenait plus particulièrement à cœur. Et donc, le cahier des charges qu'on s'est fixé, c'était d'arriver à identifier et à concentrer à la Reine Blanche toutes les pièces qui étaient mises sous l'ombrelle générique théâtre-science. Et on s'est rendu compte assez vite que c'était une catégorie qui n'était pas tout à fait simple à définir en réalité, et qu'il y avait énormément il y avait une sorte un éventail extrêmement large de pièces sous cette catégorie. Et notamment, assez rapidement, on a programmé des pièces qui croisaient le théâtre et les sciences sociales. Ce qui, à la base, n'était pas complètement dans le programme de base. Et donc, au bout d'1 an et demi, on a commencé à concentrer des pièces qui soit parlaient de biologie, soit parlaient de physique. Et puis, très rapidement, on a commencé à accueillir des pièces qui aussi avaient une dimension sociologique, par exemple, anthropologique et historienne. Et même, après, on a débordé en accueillant des pièces qui croisaient le théâtre et la philosophie, avec évidemment la question de savoir si la philosophie pouvait se ranger ou pas dans le cadre des sciences sociales. Ce dont on s'est rendu compte, pour faire un historique très, très bref, c'est que d'abord, il n'y avait pas de répertoire véritable, il n'y avait pas de cartographie générale de ce que c'était que les croisements théâtre et sciences, et d'autre part qu'il n'y avait pas vraiment assez de pièces. Et donc on a élargi évidemment, il fallait quand même jouer des pièces en plus, et donc on a élargi ça aux écritures contemporaines et aux compagnies émergentes, tout en gardant cet axe qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui de théâtre-science, qui structure chaque saison, qui rythme, si je puis dire,
chaque saison, ce qui fait qu'on a toujours une proposition théâtre-science qui joue, ou un événement théâtre-science sous la forme de cycles qui sont animés par Elisabeth Bouchot, où Elisabeth Bouchot fait travailler, dans le cadre de ce qu'on appelle les savants sur les planches, un ou une scientifique avec une équipe artistique pour une seule date. C'est une sorte de collaboration qui se fait et qui rythme, là, chaque saison, on en a une par mois, de ces événements qu'on appelle les savants sur les planches. Et au fil des années, un peu en fonction de ce qui s'est présenté, on a aussi accueilli une fois par mois des événements qui mêlaient théâtre et sciences sociales, notamment avec une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Singe Debout. On a les conférences dérapantes. Et là, c'est une compagnie qui fait travailler des artistes, enfin, les artistes de la compagnie, avec des chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent plus particulièrement au rapport entre homme et animal. Et donc, on a eu des anthropologues, évidemment beaucoup, des philosophes, notamment Vinciane Després, par exemple. On a eu aussi des gens de l'EHESS, comme Nastasia Martin. Et donc, tout ça aussi a rythmé. Et c'est un peu la doublure, en quelque sorte, plus légère, des savants sur les planches. Et on a grandi assez rapidement. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça a été une exploration qui s'est faite au fil des années et qui continue. C'est-à-dire que une de nos particularités peut-être, c'est que ces pièces théâtre-science sont très hétérogènes. On y reviendra sans doute, mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de modèle canonique de ce que c'est qu'une pièce théâtre-science aujourd'hui. D'accord ? Alors après, juste, et je termine peut-être parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a d'autres lieux évidemment que le nôtre qui s'intéressent au croisement théâtre-science. Et notamment la scène nationale de Mélan, qui est à Grenoble, qui s'appelle l'Hexagone, et qui est spécialisée, là, pour le coup, c'est du théâtre-science, avec là aussi on y reviendra, avec en fait, une inflexion très forte sur les croisements entre théâtre, enfin, art vivant et art numérique. Et on y reviendra, c'est aussi une des... comment dirais-je... Est-ce que ça tombe sous l'ombrelle théâtre-science ? C'est une question. Qui n'est pas complètement résolue, de la même manière qu'il y a la Biennale Nemo à Paris, qui est spécialisée dans les arts numériques, qui de facto fait travailler des artistes avec des scientifiques, mais des scientifiques qui sont peut-être plus proches des technologies du numérique. Et enfin, évidemment, on a la scène de recherche et création de l'ENS Saclay, qui a été créée courant 2018-2019, qui, là, tout du long, fait collaborer les scientifiques de l'ENS Saclay avec des équipes artistiques invitées. Donc bon, tout ça pour dire qu'il y a un éventail donc très très large, et nous, parmi toutes les pièces théâtre-science, enfin labellisées, on va dire théâtre-science qu'on peut accueillir, ou qu'on peut produire, parce qu'il y a un bureau de production dans la Reine Blanche qui produit des pièces qui sont généralement écrites par Elisabeth Bouchot, ou alors qu'elle met en scène, ou alors qu'elle a impulsé. On voit bien qu'il y a une pluralité énorme de pièces théâtre-science. Je ne fais pas d'ailleurs de gradation entre ces pièces. De même qu'il y a un intérêt des pouvoirs publics pour tous ces croisements théâtre-science, mais qu'on est quand même encore dans un champ qui reste, à mon avis, à défricher, et d'autant plus qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas de somme universitaire aujourd'hui, où il n'y a pas de recueil d'articles qui aurait fait cette sorte de cartographie générale du champ, de ce champ artistique-là. Et donc, on est encore, c'est pas un tâtonnement, mais si je puis dire, chaque fois qu'on nous présente une pièce théâtre-science, il est fréquent qu'elle soit assez différente, en réalité, de la précédente. Alors après, bien sûr, là aussi, on va y revenir, il y a des typologies qu'on peut établir, il y a une histoire, mais ça reste encore, de mon point de vue, qui suis programmateur et pas chercheur ni artiste, la connaissance que j'en ai est très empirique. En gros, c'est ça. Donc c'est intéressant parce que tu as donné une idée aussi de thèse à des futurs chercheurs, donc cartographier le champ oui. Qui se met en place de spectacles de théâtre scientifique. Moi j'ai une question parce que toi tu as parlé, tu as dit que quand même il y a des typologies de spectacles, et avec ton expérience qui maintenant est de 7 ans sur ce domaine, quelle typologie de spectacle tu as pu rencontrer, tu as pu voir, détecter, voilà. J'ai la sensation que vraiment tout ce que je vais dire c'est très très grossier, hein, c'est-à-dire c'est vraiment à l'âge, on a un peu deux catégories.
c'est-à-dire soit du théâtre-science qui repose sur la collaboration entre les artistes et les chercheurs, où il y a il y a un travail qui se fait vraiment en synergie, soit de l'autre côté, on a soit des artistes qui vont essayer de se substituer aux scientifiques, ou qui vont créer leurs pièces sans spécialement s'appuyer sur des scientifiques, et inversement, du théâtre-science qui va être fait par des scientifiques sans forcément travailler avec des artistes. Ça, je crois que c'est un peu vraiment très très à la hache, ce seraient les deux catégories. Après, elles se ramifient chacune de ces catégories en plusieurs elles-mêmes sous-catégories. Ce qu'on peut dire, c'est que tout dépend un peu de l'objectif que se fixent ces pièces. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un éventail, encore une fois, qui est très très large entre, par exemple, des scientifiques qui vont vouloir mettre en scène du savoir ou des recherches ou de la théorie avec un but de divulgation qui leur permet de s'adresser à un autre public que le public académique qu'ils ont traditionnellement, et donc en réalité soit de s'adresser à un autre public, soit d'utiliser des formes qui vont leur permettre, on va dire, de démocratiser des recherches qui ont tendance à rester au sein de l'académie. Ça, ce serait dans la deuxième catégorie. Et donc, ils ne vont pas forcément avoir un objectif artistique clairement établi. Ce n'est pas vraiment leur problème. C'est d'abord de diffuser le plus largement et de manière ludique ou formelle des recherches ou des savoirs. Et de l'autre côté, on peut avoir des artistes qui vont être fascinés par, je ne sais pas moi, telle ou telle théorie, telle ou telle connaissance, qui vont faire une œuvre, en fait, généralement, ce qu'on rencontre le plus classiquement, c'est des artistes qui vont lire des ouvrages de vulgarisation et ensuite faire une pièce sans forcément avoir, comment dirais-je, la vérité scientifique ou l'avancement de la science en tête. D'accord ? Et alors, évidemment, ça, c'est deux types de projets que je viens de dire. C'est ce qu'on rencontre le plus classiquement. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont y aller sans forcément s'appuyer sur l'autre camp, entre guillemets, hein, vraiment avec tous les guillemets du monde. Évidemment, ça fait deux risques, hein, c'est-à-dire, surtout quand on est un théâtre comme nous, quand on présente ces pièces-là, c'est c'est assez difficile. Parce que comme on est un théâtre professionnel, si on présente des scientifiques qui font du théâtre sans eux-mêmes travailler avec des professionnels, le premier risque, c'est qu'on nous dise c'est du théâtre amateur. D'accord ? Et ça, et je ne porte pas du tout de jugement qualitatif ou normatif sur tout ça. C'est juste que quand on fait payer quelqu'un 25 € pour aller au théâtre, il a une sorte d'horizon d'attente, comme on dit en sociologie de la réception des œuvres d'art, et son horizon d'attente, quand ici il a payé 25 €, c'est que ce soit professionnel. Et l'autre écueil, quand on accueille une compagnie qui s'est intéressée à un thème scientifique, mais qui n'a pas travaillé avec des scientifiques, c'est qu'ils disent n'importe quoi. Et ça, comme notre public est constitué pour beaucoup de chercheurs, ou de gens, nous on sait, on a fait quand même quelques études de notre public, on a beaucoup de gens qui ont, je ne sais pas moi, un master en anthropo minimum, ou alors qu'on fait parfois des thèses d'astrophysique. Enfin, c'est des gens, c'est très très compliqué, parce que si on leur propose des pièces pareilles, ils peuvent sortir en disant c'était n'importe quoi. D'accord ? Et donc, c'est un peu les deux écueils auxquels on est confronté. Et après, dans la première catégorie que j'ai évoquée, on a des pièces qui, on va dire, marchent sur leurs deux jambes. Mais évidemment, c'est les plus difficiles à mettre en place pour des raisons économiques, parce que c'est un investissement en temps et en argent, en disponibilité des uns et des autres qui est très très difficile. C'est-à-dire qu'on va avoir une compagnie qui va décider de travailler avec des chercheurs qui sont disponibles. Il faut avoir des fonds, il faut avoir des salles, et il va falloir travailler ensemble. Et là, ça peut prendre des années, en réalité. Et ces projets-là sont pas forcément meilleurs, encore une fois je ne parle pas de qualité, mais disons qu'ils sont plus homogènes. C'est un peu ça, on va dire, très grossièrement, la typologie qu'on pourrait faire. Ici, parce que tu as parlé des spectacles qui sont faits ensemble, à travers une rencontre des scientifiques et des artistes. Comment ça se passe, cette rencontre?
Est-ce qu'il y a beaucoup d'incompréhension? Est-ce qu'on s'entend toujours bien selon ton expérience? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah en effet, c'est la question principale. En fait, ça va déjà, moi, je parle de mon point de vue de programmateur, c'est-à-dire que j'ai jamais suivi, enfin, j'ai suivi parfois, mais forcément un peu de loin, vu ma place, des créations, théâtre sciences. Ce qui quand même se dégage, c'est que, on va dire, pour le dire, je vais faire des généralités, mais on a une division du travail qui est très claire dans nos sociétés, et c'est une platitude, mais disons que des artistes qui ont des connaissances scientifiques solides, c'est assez rare. Il y en a. Hein. Il y a toujours des gens qui ont fait des écoles de théâtre très professionnelles et qui sont devenus des professionnels, des comédiens professionnels qui ont parfois un master de physique ou de bio qui traîne. Il y en a. C'est très rare, mais il y en a. Et à l'inverse, on a des scientifiques qui ont une vraie culture artistique. Donc, la plupart du temps, évidemment, il va falloir arriver à, comment dirais-je, ils vont confronter deux rationalités très différentes et deux manières de voir le monde et de travailler qui sont éminemment différentes. Et c'est pour ça aussi que ça demande du temps. Et c'est pour ça que ces projets-là sont très rares. Parce que ça demande d'écrire, en fait, ensemble, et de part et d'autre se délester de manière, enfin d'a priori, en fait, et de manière de penser le monde. Pas forcément les abandonner tout à fait, mais forcément les confronter. C'est-à-dire que là, ça aussi, il faudra qu'on y revienne à un moment, c'est que ça consiste pas du tout en une sorte de... C'est pas du tout harmonieux. Et je pense pas que le but soit l'harmonie, d'ailleurs. Voilà, ils sont chacun dans leur champ, et puis il faut voir comment ça va s'emboîter, et à chaque fois, ça va être très différent. Parfois, ça se passe extrêmement bien, puis parfois, pas du tout. Parfois, il y a deux lignes parallèles, comme ça, qui se sont pas du tout croisées, puis parfois, au contraire, ça se complique. Bon. Disons que pour que ça se déroule bien, à mon avis, il faut que de part et d'autre, il y ait une sorte de volonté de comprendre le travail de l'autre. Et c'est ça qui demande du temps. C'est-à-dire que comprendre ce que c'est qu'un processus de recherche, que ce soit en sciences exactes ou en sciences sociales, ça prend un temps fou en réalité. Donc si je vous donne deux exemples, qui me paraissent être des bons exemples, parce que c'est un en sciences exactes et un autre en sciences sociales. On a eu une pièce qui s'appelait L'entrée en résistance. C'était Jean-Pierre Baudin qui était à la mise en scène et à l'écriture. Il a commencé à travailler avec Christophe Dejour, qui est donc spécialisé en psychologie du travail, et qui a un labo, et puis qui fait des études de terrain. Et là, en l'occurrence, son champ de recherche pendant des années, ça a été les réformes de l'ONF, l'Office national des forêts. Et donc, Christophe Dejour essayait de comprendre qu'est-ce que ces réformes faisaient aux gardes forestiers. Et en fait, ce qui lui en déduisait, l'état de ses recherches, ça consistait à dire qu'ils devenaient fous. En fait. Parce qu'on leur demandait en fait il y avait une logique managériale qui s'est appliquée, et donc il y a eu une épidémie entre guillemets de suicide à l'ONF. Et donc en termes de psychologie du travail, évidemment, c'était très très intéressant de comprendre pourquoi ces gens devenaient fous. Et donc avec ces étudiants, avec ces doctorants, ils sont allés faire des entretiens très longs pendant vraiment de longs mois de ces garçons de l'ONF. Et Jean-Pierre Baudin a suivi ces recherches. Il était quasiment sur le terrain avec eux, il en a rencontré, il a fait des images à ce moment-là, il a écrit, ils ont filmé, il y a eu tout un travail d'accompagnement qui a duré de longs mois. Et finalement, on a eu la pièce de théâtre qui s'appelait L'entrée en résistance, qui avait été en réalité coécrite. C'est-à-dire qu'on a vraiment une écriture littéraire d'un côté, on a une écriture littéraire dans le sens où il y avait une fiction. En même temps, ils intercalaient des fragments d'entretien qui avaient été réalisés par Dejour. Et, cerise sur le gâteau, on avait Christophe Dejour himself au plateau. Et donc on avait des comédiens, le comédien, une musicienne, de la vidéo, et Christophe Dejour, et il y avait une sorte d'entrelac, comme ça, si vous voulez, en termes d'écriture, entre tout ça. Ça marchait bien, parce qu'ils avaient appris à se connaître. Et donc d'un côté, de part et d'autre. Ça c'est le premier exemple en sciences sociales qui me paraît pas mauvais. Et de l'autre côté, c'est la pièce qu'on vient d'avoir, qui s'appelait Don Dvor, qui est là un niveau d'intégration encore plus fort, parce que l'IFREMER, qui est donc cet institut de connaissance de la mer qu'on a en France, avec des océanographes, notamment beaucoup de biologistes, est parti en expédition pendant plusieurs semaines, sur un bateau qui s'appelait le Pourquoi pas, et il est parti avec le metteur en scène, l'auteur David Val, un dramaturge, et d'autres membres de la compagnie. Et donc, pendant tout ce temps-là, de travail de recherche,
la compagnie a regardé comment est-ce que les scientifiques travaillaient et leur poser des questions. D'accord ? Et après, la pièce a été écrite par David Val, mais après un travail qui a duré des mois en fait, qui a largement excédé le cadre de ce voyage en bateau. Et donc ils ont travaillé ensemble de manière extrêmement étroite, en s'observant un peu les uns les autres, si vous voulez. Et en même temps, il y avait des retours en permanence de deux chercheuses de l'IFREMER qui étaient particulièrement impliquées dans le projet pendant près d'un an, qui elles-mêmes faisaient des retours sur le processus de création. Bon, ça, c'est pour moi, c'est des deux exemples qui sont pas très fréquents, mais qui sont des exemples extrêmement réussis. Parce que après, on peut trouver bonne ou pas bonne la pièce. D'une certaine manière, c'est une autre question. Mais en revanche, pour le processus de création lui-même, on a voilà, peut-être que la métaphore de l'entrelac n'est pas exactement la bonne, mais c'est la plus proche, j'ai l'impression. Mais parfois, ça ne marche pas du tout. Et parfois, même, ça reste très à côté. Parce qu'on peut très bien dire, une pièce théâtre-science, vous mettez un scientifique là et puis un artiste là, il y en a un qui fait de l'art, d'un côté, je ne sais pas, n'importe quoi, puis à côté, un scientifique qui fait une conférence. Est-ce que vous avez une pièce théâtre-science ? Dans un sens, oui. Mais est-ce que ça les a amenés, les uns et les autres, à s'interroger sur leur pratique et à remettre en cause leur manière de faire et de voir ? Ça, c'est moins sûr. Et c'est ça. C'est là où il y a quelque chose de nodal. Tu as dit donc justement remettre en cause sa propre pratique. Qu'est-ce que ça apporte l'art à la science et Voilà. vice-versa? Qu'est-ce que ça peut apporter aux scientifiques, toi que tu les vois ici voilà. Alors, justement, je vais répondre de manière négative. C'est-à-dire que, d'abord, qu'est-ce que ça apporterait aux artistes ? Et là, l'un des écueils, c'est que la plupart des artistes, ils vont avoir tendance à s'intéresser aux problématiques scientifiques, basiquement, je crois, mais encore une fois, c'est très grossier, pour deux motifs. Le premier motif, c'est l'esthétisation de thèmes scientifiques. C'est-à-dire que, très typique, il y a beaucoup de pièces théâtre-science sur l'astrophysique, par exemple, et l'astronomie en général. Pourquoi ? Parce qu'un fond étoilé, c'est naturellement l'infini, et puis en plus, il y a une dimension plastique très très forte. C'est-à-dire que c'est déjà une image en soi. Et donc, tous ces artistes-là, ils vont se jeter sur Hubert Reeves et les bouquins d'astrophysique, et puis ils vont faire une pièce. D'accord ? Donc là, ils ont esthétisé des connaissances. Ou alors, l'autre exemple qui est non moins fameux, et très très récurrent, c'est les lignes de maths, les lignes d'équation, par exemple. Ça fascine, parce que c'est graphique. Donc tout de suite, vous pouvez vous en emparer pour en faire quelque chose de visuel. D'accord ? Et là, les artistes vont s'emparer en fait de questions ou de thèmes scientifiques parce que en fait, c'est déjà théâtral en quelque sorte, d'accord ? Et l'autre motif pourquoi les artistes vont s'intéresser à la science, c'est pour des motifs politiques. Parce que les sciences sociales, quand vous faites, comment dirais-je, actuellement, il y a énormément de pièces très politiques qui s'appuient sur des sciences sociales critiques, d'accord ? Il y a par exemple, il y a eu quand même maintenant pas mal d'adaptations, aujourd'hui on peut le dire, de textes de Bourdieu ou de sociologues proches de Bourdieu. Parce qu'il y a une dimension comme ça qui est extrêmement corrosive, très percutante, des écritures bourdieusiennes. Et donc, on a des pièces qui vont s'emparer de ça pour des motifs politiques. Ça, c'est un peu du point de vue des artistes. Du point de vue des scientifiques, je crois que le principal motif, c'est celui dont on s'est déjà dit, c'est que les scientifiques ont compris qu'ils étaient légèrement enfermés dans leur fac, en fait, ou dans leur labo, et que donc ils avaient besoin de points d'accroche avec la société, tout simplement. Et ça vaut au niveau institutionnel, parce qu'en réalité, maintenant, il y a des budgets qui sont alloués au niveau des institutions universitaires pour diffuser la culture scientifique. Et même pas qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. À la ville de Paris, il y a un budget, vraiment c'est une ligne budgétaire pour la diffusion de la culture scientifique. D'accord ? Où ils vont allouer des sommes d'argent à des gens pour faire des croisements art-sciences. Donc il y a un peu, depuis une décennie et un peu plus, un effort politique en fait, qui est porté par les pouvoirs publics pour diffuser ce qu'on appelle la culture scientifique. Et ça répond sans doute à des constats très très simples. C'est qu'il y a une telle spécialisation maintenant des champs scientifiques qui sont devenus en réalité assez opaques, en fait, je pense, à la majorité des citoyens. C'est-à-dire que quand on pense que
Il y avait, par exemple, les cours d'Auguste Comte ou de Michelet, c'était des réunions mondaines en fait, où on avait les amphithéâtres de la Sorbonne qui étaient saturés de monde, qui allaient écouter quand même de la formation de la science, où pendant un moment, le succès des conférences au Collège de France dans les 60-70, on avait un monde dément en fait qui était là. On est très très loin de tout ça. Maintenant, on est dans les sciences sont très très loin, je crois, de la compréhension, même de la connaissance simple des citoyens. C'est très avéré, je crois. Et donc, il y a un besoin de sortir. Bon, donc il faut diffuser. Et pour diffuser, comme on peut, de deux choses l'une, soit on fait de la vulgarisation, et ça, les scientifiques ont toujours un peu du mal avec ça, parce qu'ils ont l'impression d'abîmer leur savoir, et aussi de le mettre aux mains de médiateurs qui vont peut-être pervertir leur pensée. Alors s'ils commencent à travailler avec des artistes, d'une certaine manière, s'il y a des collaborations de ce type, ils gardent une sorte de contrôle et l'assurance qu'il ne va pas y avoir n'importe quoi qui est raconté. Donc, voilà. Bon. Donc la première chose, c'est rendre sensible des questions scientifiques. Ça, je crois que pour les scientifiques, j'ai l'impression, je ne suis pas scientifique, mais c'est ce qu'ils disent en tout cas, ce qu'ils me disent. Ça va permettre de divulguer tout simplement du savoir à un public, surtout à un autre public, et dans un théâtre de manière très caricaturale. Après, évidemment, sur un autre plan, je ne parle pas de niveau, mais vraiment de plan, on a, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que les scientifiques, les scientifiques, ils ne le savent pas au début, hein, c'est que quand ils travaillent avec des artistes, en effet, les artistes vont les regarder, et comme on dit, ils vont dénaturaliser les procédés, ou les protocoles de recherche. C'est-à-dire, ça c'est très très intéressant, c'est que les chercheuses de l'Ifremer, elles qui ont participé à la pièce qui s'appelle Donvor, que je viens d'évoquer, elles ont été interviewées par France Culture. Et la journaliste de France Culture a posé exactement cette question-là. À quoi ça qu'est-ce que vous en avez retiré en fait? Et ces filles qui sont des biologistes extrêmement pointus ont répondu, en fait, ça nous a permis de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours et qui nous paraît parfaitement naturel. Et parce qu'en effet, tout d'un coup, il y avait des gus à côté d'elle qui leur disaient « Ah, c'est très curieux ce que vous faites, pourquoi vous faites ça ?» Et puis, pourquoi en fait? Pourquoi et comment? Et alors, comme elles évoluaient dans des milieux scientifiques où tout le monde savait ce qu'elles faisaient, parce que c'était des milieux assez restreints d'un point de vue social, tout d'un coup, en effet, elles étaient obligées d'expliquer et de revenir, juste de prendre du recul. Et donc c'est un peu, en fait, si on voulait le dire de manière un peu curieuse, que les artistes qui regardent les scientifiques ont un peu le même effet que quand des anthropologues ou des sociologues regardent une tribu. Moi je le vois comme ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes résultats, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça dénaturalise des choses évidentes. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça ne fait pas forcément des œuvres qui elles-mêmes vont être intéressantes. En revanche, ça va les déplacer dans leur pratique. C'est une des... entre autres. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce qu'en clarifiant, on se clarifie à soi-même. Oui. Et cette obligation aussi de simplifier, d'expliquer, parfois nous on fait beaucoup de choses que c'est du taken for granted, qui vont de soi, qu'on ne questionne jamais plus, que c'est la force de l'habitude. Exactement. Et c'est vrai que le fait que quelqu'un nous questionne pour la première fois, ça nous... Absolument. Mais en fait, c'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas forcément l'habitude de se dire... le fait qu'ils installent des protocoles de recherche, c'est très inattendu pour des artistes. Ça, d'ailleurs, tu me l'avais dit à un moment, hein, c'est-à-dire que les artistes ne savent pas véritablement parfois comment se fait quotidiennement la production du savoir. Et donc, en effet, il y a une sorte de surprise, mais de part et d'autre. C'est-à-dire que... et c'est là, à mon avis, que les croisements théâtre-sciences deviennent intéressants, c'est-à-dire quand tout d'un coup, la pièce ne porte pas spécifiquement sur le thème scientifique, le résultat de la recherche, mais sur la manière dont ça a été produit. Et ça change tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, une bonne pièce théâtre-science, à mon avis, elle doit permettre de comprendre le comprendre.
Est-ce que tu peux me faire un exemple d'une ou plusieurs pièces qui ont justement explicité la méthode, c'est-à-dire se comprendre, le Bah, comprendre que vous avez eu, que vous allez ouais, avoir? oui. À mon avis, il y en a une qui a peut-être un bon exemple, qui n'a pas joué ici, qui s'appelait En réalité, qui était une adaptation de La misère du monde de Bourdieu, justement, et qui consistait à... Alors évidemment, c'est un exemple très particulier, parce que La misère du monde de Bourdieu n'est pas le livre, justement, le plus théorique. Ça consiste précisément à être loin de la théorie, donc l'exemple est à moitié bon. Mais disons que ça a restitué Alice Vanier, qui est la metteuse en scène et l'autrice, a essayé de montrer comment étaient récoltées par les sociologues les informations. Elle a consacré beaucoup d'attention à ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, enfin là où sa pièce est très intelligente, je trouve, c'est qu'au lieu de mettre uniquement les gens interviewés par Bourdieu et son équipe, enfin de mettre les propos de ces gens-là sur scène, elle a aussi inclus la figure du sociologue. Et donc là, sur scène, évidemment, c'était des comédiens, tous ces gens-là. Mais disons qu'elle a créé des personnages où on voyait bien qu'il y avait quelque chose de dialogique qui se créait. Et à partir de ce moment-là, ça permettait aux spectateurs de comprendre comment était récolté par des sociologues, enfin quel était le travail réel de l'enquête, en fait. Et réussir à faire comprendre le travail de l'enquête à un public, ça lui permet de comprendre, enfin, ça lui permet de ne pas être pris en surplomb. Je crois que c'est très important. Parce que c'est très écrasant, un astrophysicien ou un sociologue. C'est des gens, voilà, c'est des producteurs de savoir, ils ont des places éminentes dans nos sociétés, ils sont bardés de diplômes. Si vous les mettez comme ça sur scène et qu'ils vous assènent des choses, en réalité, je crois que le public est encore plus éloigné de la science, parce que d'un coup, ils sont tétanisés par des gens extrêmement forts. Si en revanche, vous les montrez dans la quotidienneté du travail, là, tout de suite, c'est démystifiant. Et on se dit, oui, en fait, c'est comme ça paraît en fait plus proche presque. Ou en tout cas, ça permet de se dire que c'est pas des idées géniales qui surgissent de leur crâne. C'est l'inverse de la figure du génie. Il faut mettre en fait, si on veut, enfin, voilà, ça c'est très personnel, mais j'ai la sensation que si on veut rapprocher les scientifiques des citoyens, il faut complètement sortir de l'image des génies. C'est-à-dire que si vous faites, enfin, voilà, si vous avez comme image du scientifique Einstein ou en effet, je sais pas moi, Durkheim comme figure, voilà, de sorte de archi savante, je crois que c'était un peu écrasant. En revanche, si vous les montrez en train de travailler, ça peut fonctionner. C'est ce qu'avait fait Elisabeth Bouchot d'ailleurs avec sa pièce sur Marie Curie. Marie Curie, voilà, c'est la statue du commandeur. Elle est absolument, elle a eu 2 Nobel, une femme complètement écrasante par l'état de ses recherches et puis par sa vie en plus, parce que c'était quand même une demi-sainte. Notamment pour ce qu'elle avait fait pendant la guerre de 14, elle était infirmière, enfin une figure quand même très écrasante. Mais toute la pièce consistait à la montrer travailler et à tâtonner en fait. Parce que comme c'est quand même, c'est précisément des tâtonnements et puis comme ça des choses qui jaillissent pas forcément de manière évidente, même s'il y a parfois une sorte d'intuition, là tout de suite elle paraissait plus proche. Et je crois que ça permet d'avoir un effet très précis politiquement. Ça permet de se dire à des gens, et là c'est vraiment très très important politiquement, ça permet de se dire à des gens, et je parle tout particulièrement des jeunes gens, qui pourraient devenir scientifiques. Parce que quand ils voient que ce travail-là, en fait, c'est pas des gens naturellement intelligents, qui sont devenus comme ça des grands savants, ça peut les rassurer. Et un des gros travaux de la Reine Blanche, c'est de montrer des femmes scientifiques en sciences exactes, précisément parce que c'est un champ qui est complètement déserté par les filles, par les très jeunes filles. Donc nous, pour le dire, je fais un peu de propagande pour la maison, mais en gros, quand on fait venir des classes du nord de Paris, de lycéens, avec des lycéennes, ou de Seine-Saint-Denis, et qu'on essaye de montrer comme ça des figures de grandes scientifiques à l'œuvre, ça les rend proches, ça démystifie, et ça permet peut-être de susciter des vocations, parce qu'on sort justement, on la sort du panthéon. C'est très intéressant, surtout parce que la science est faite justement de tâtonnements, d'incertitudes, d'une communauté scientifique qui est aussi en contraste, etc. Et donc le théâtre, en tant qu'art dialogique par excellence, comme on disait, c'est vraiment, ça peut représenter très très bien tout ça. Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça, de pièces qui ont été
mise en place sur cette idée de la construction vraiment de la pensée, du dialogue. Alors, on avait une pièce qui... parce qu'évidemment, le problème, c'est toujours pareil que toutes ces sortes de travaux, c'est d'arriver à inclure au maximum le public, d'une manière ou d'une autre. Alors, nous, on ne fait pas de théâtre forum à la Reine Blanche, donc on fait pas vraiment, on n'a pas eu de pièce de théâtre participatif. Le plus participatif qu'on ait eu, c'était une pièce qui était issue d'un texte d'un philosophe qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Ruvén-Augien, qui est une figure solitaire de la philosophie française, parce qu'il faisait partie de ces philosophes français qui étaient essentiellement calés sur la philosophie analytique américaine. Donc ça le rendait en effet, j'ai l'impression, un peu particulier en France. Il avait fait tout un texte sur les choix moraux, qu'est-ce qui déterminait les choix moraux et les décisions. Et le texte avait été adapté à la Reine Blanche par une compagnie. Et ce qui se passait, en fait, c'est qu'on avait... comment dirais-je, on avait des questions morales qui étaient posées, qui étaient dans le livre, et qu'on posait au public. Mais il fallait répondre par oui ou par non. Donc, donc ça, par exemple, ça m'a mettait un peu d'inclure. Donc il y avait des choses, des trucs très très rigolos. Par exemple, il y a un des comédiens qui demandait à l'autre, tu es aiguilleur, et il y a un train, si tu l'aiguilles dans un sens, tu tues 5 personnes, et si tu l'aiguilles dans un autre sens, tu tues une femme enceinte. Et alors on demandait au public, que feriez-vous? Et alors là, évidemment, on pouvait se poser des questions morales, qui étaient en fait des petits exercices de pensée philosophique. C'était très rudimentaire, et puis c'est un peu lointain maintenant, mais c'est des petits exercices de pensée qu'on posait au public, qui leur permettaient de se poser des questions dans des termes philosophiques. D'accord? Et ça, évidemment, ça marchait pas mal. Ça permettait un peu de rentrer dans des questionnements. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile en 1h15, 1h30, qui est la durée moyenne d'une pièce, d'arriver à restituer ces cheminements-là, à moins d'en passer par un axe historique. Et là, on retourne à des types de narration plus classiques, et on fait pas, c'est théâtre science, et c'est du théâtre de l'histoire des sciences. Donc on va prendre la vie de quelqu'un, d'un grand scientifique, et puis on va retracer son existence comme une sorte de biographie. C'est des biographies théâtralisées, en fait, qui vont permettre de montrer, en effet, comment s'est construit la pensée de tel ou tel. Il s'est heurté à telle difficulté. Alors bon, c'est très intéressant parce que ça permet de donner une dimension sociale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'arriver à un résultat scientifique, c'est une construction qui passe aussi par la confrontation avec les idées précédentes d'autres savants, avec des pouvoirs, avec des courants d'idées, et quand c'est bien fait, on va dire qu'on arrive à restituer ce mouvement général des idées. Galilée, par exemple, c'est une pièce qu'on avait eue. Très clairement, on montre que ces idées se sont confrontées à l'Église pour telle ou telle raison, dans l'Italie renaissante, et avec des moines pour d'autres raisons, et qu'en fait, c'était pas du tout un type tout seul qui élaborait des idées, il était toujours en connexion avec d'autres. Donc ça sort quasiment, par ce type de pièce-là, on a quasiment de la sociologie des sciences. Quasiment. En gros, c'est ça. Mais ce qu'il faut, comment dirais-je, dans toutes ces pièces-là, ce qui est clair, c'est que, peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait aborder, c'est que les artistes ne se substituent pas aux scientifiques. Ça consiste toujours, finalement, à rendre sensibles des questionnements de nature scientifique. Et donc, le risque, évidemment, c'est de faire du théâtre à thèse. Et ça, c'est un gros écueil. Ou du théâtre géographique, où vous avez la vie d'un grand homme, ou alors certaines idées qui vont être démontrées. Il y a beaucoup de sociologues critiques dont les travaux, ou d'économistes critiques dont les travaux vont être adaptés au théâtre, et ça va consister théâtralement en une démonstration éclatante de la vérité de la thèse du type. Bon, c'est intéressant d'un point de vue militant, d'un point de vue politique. Et ça va en effet déplier peut-être une pensée, mais on reste dans le cadre de cette pensée. Il n'y a pas de remise en question de part et d'autre. Donc c'est des formes qui sont très valables, hein, mais j'ai l'impression que les croisements théâtre-sciences peuvent obtenir d'autres résultats, qui vont plus bouger les gens. Et comme dans le cas que
Tu m'as décrit d'Envors Voilà. et des scientifiques qui ont pris du recul par rapport à leur pratique. Absolument. Peut-être que ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a quand même un dernier échelon, un dernier plan qu'on n'a pas évoqué, c'est le théâtre documentaire. Et qui rentre dans le... Et là, ça c'est très important parce que le théâtre documentaire et l'art documentaire et la littérature documentaire, là pour le coup, a vocation à se substituer aux chercheurs. Et il y a il y a quelques polémiques, en tout cas des interrogations autour de ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez la mise en scène écrite ou théâtrale ou plastique, tout ce que vous voulez, de documents par des artistes qui vont créer du savoir par le biais de protocoles qui ont l'air scientifiques sans l'être tout à fait. Si ça a un sens, d'ailleurs. Et ça, évidemment, ils ne vont pas rendre sensibles des questions scientifiques. Ils vont se mettre à la place du scientifique, ils vont adopter la posture du scientifique. Et ça c'est très très intéressant et très problématique à la fois. Donc, par exemple, dans la pièce qu'évoque Howard Baker, le sociologue dont tu m'as recommandé la lecture, Caril Churchill, elle a fait un travail très simple, c'est-à-dire qu'elle est allée en Roumanie après la chute des Ceausescu. Elle a trouvé des dizaines et des dizaines de gens qui avaient participé au conflit qu'il y a eu, aux manifs énormes qui ont suivi, qui ont entraîné la chute du pouvoir. Et elle a interviewé tous ces gens-là. Et ensuite, elle a elle-même fait ce travail, en recueillant des informations et en faisant des entretiens. Et à la fin, elle en a fait un montage théâtral où on entend des comédiens, donc une dizaine, disent les uns après les autres ces propos recueillis. En suivant un protocole qui est celui... qui est bricolé, qui n'est pas forcément inintéressant. Il y en a d'autres, il y a cette compagnie qui s'appelle Group of, qui a fait pareil avec le Rwanda, en allant recueillir des paroles de gens qui avaient vécu d'une manière ou d'une autre le génocide, et on va mettre en scène comme ça des documents en fait oraux, en l'occurrence. Ah, évidemment, ça crée un effet de réel. Enfin, c'est réel. Donc déjà, ça crée il y a un effet cognitif. C'est-à-dire qu'en effet, les gens sortent de là en disant « Ah, j'ai appris des choses ». Très intéressant. Et le théâtre documentaire a vocation à apprendre des choses aux gens, mais sans passer du tout par des protocoles d'enquête. Enfin, en tout cas, pas scientifiques. Et là, on a quelque chose qui, évidemment, peut poser question. Parce que pour le coup, il n'y a plus collaboration. Du tout, en fait. C'est des artistes qui disent qu'ils sont tout à fait capables d'être des producteurs premiers, on va dire, de savoir, sans avoir de formation de sociologue ou d'anthropologue ou de quoi que ce soit. C'est très fécond, c'est très intéressant, et à la fois, ça pose évidemment beaucoup de questions. Parce que ils se définissent eux-mêmes, ils peuvent se présenter eux-mêmes comme des chercheurs. Et comme des gens qui font des enquêtes. Et évidemment, la question est de savoir quels effets ça peut avoir finalement sur le champ scientifique lui-même. C'est-à-dire que si vous avez des artistes qui créent ce genre de choses sans forcément passer par des protocoles scientifiquement établis, dans ce cas, les scientifiques en fait se font marcher sur leur plate-bande. Ce qui est pas forcément... ce qui peut être intéressant, mais ce qui pose question. Et après, in fine, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un spectacle artistique aussi. Ça pose aussi... C'est très intéressant parce que là, on a vraiment des formes transdisciplinaires. Et le principe des formes transdisciplinaires, c'est pas nécessairement on mélange on va dire des manières de travailler proposition sociale avec des formes artistiques. Ça met forcément en danger les disciplines. C'est-à-dire que les effets de friction sont si forts qu'en réalité, ça corrode les frontières des disciplines. Ces formes-là, transdisciplinaires, en fait, à la fin, on finit par se demander est-ce que j'ai vu du théâtre, est-ce que j'ai vu une enquête sociologique, on ne sait plus vraiment ce qu'on a vu. Et c'est rigolo, parce que ça pose plein de questions. Et à la fois, moi je me rappelle d'avoir vu une pièce documentaire où où venaient sur scène des gens
qui, les uns après les autres, qui en fait racontaient leur changement de sexe. Ils venaient les uns après les autres pour raconter ça, et c'était évidemment bouleversant. Pendant 1h30, vous avez des gens qui sont passés à travers des épreuves terribles, à la fois au niveau de leur corps, au niveau de leur identité, de la réception sociale qu'il y a eu. Et à la fin, tout le monde les a applaudis. Et ça, c'est très intéressant, parce que je me demande toujours ce que le public a applaudi. Exactement. C'est-à-dire, il a applaudi le montage de texte, il a applaudi la scénographie et la mise en scène, qui étaient réelles, mais en même temps, il a surtout, évidemment, ce qui a touché au triple public, c'était d'entendre des gens qui ont souffert. Et donc, quand on a... est-ce qu'on applaudit quelqu'un quand il vous raconte qu'il est malheureux? Vous voyez, enfin, c'est très curieux, parce qu'en fait, quand on met du réel sur une scène, ça peut créer des effets inattendus. Et là, évidemment, ça brouille les frontières, et c'est, comment dirais-je, c'est à la fois passionnant, et puis en même temps, ça soulève pas mal de questions. Après, ça c'est tout à fait intéressant. Et après, donc, avec tous ces multiples incompréhensions, aussi ces corrosions disciplinaires, après 7 ans d'expérience à la Reine Blanche, est-ce que vous croyez dans cette relation art-science? Oui, bien sûr, mais j'y crois, mais sans pour autant qu'il soit évident de le définir de manière homogène. Après, j'ai l'impression que ça a quand même des vertus énormes, peut-être au niveau de la production. Parce qu'au niveau de la réception, les gens à la fin ils voient un spectacle. Je veux dire, ils voient un spectacle et que ça a été fait avec des scientifiques, pas des scientifiques, des gens de l'Ifremer, ou tout ce que vous voulez. À la fin, ils se sont amusés ou ils ne se sont pas amusés, ils ont appris des choses, ils n'ont pas appris des choses. Donc eux, à mon avis, ils viennent pour voir une bonne pièce de théâtre. S'ils voulaient venir voir des conférences, ils feraient autre chose. S'ils peuvent apprendre des choses en plus, c'est formidable. Mais je crois que c'est en effet... c'est pas forcément à ce niveau-là que ça se joue le plus. C'est peut-être en effet dans cette remise en cause de part et d'autre, des manières de faire qu'il y a eu chez les artistes et les scientifiques, que l'effet est le plus profond. De fait. C'est ce que disent. Après, évidemment, le public, ça lui a fait découvrir des choses qui lui étaient inconnues. Et ça, c'est un outil formidable de ce point de vue-là. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est un outil formidable si en fait on s'attaque quand même à décortiquer la science en train de se faire. Si on arrive pour balancer des résultats scientifiques sur scène, même dit de manière très très jolie, je ne suis pas sûr que l'effet produit soit le plus intense. Mais je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est un peu ça. Si vous voulez, par exemple, prenons le Capital au XXe siècle de Piketty. Bon, c'est un livre qui fait plus de 1000 pages avec des gigaoctets de data, monstrueux. Il a mis des années et des années avec son labo pour atteindre les résultats qu'il a atteints. Bref, c'était une opération extrêmement compliquée. Le livre en lui-même se résume en quelques lignes, en réalité. Il y a une progression de l'inégalité des richesses à la suite de politiques fiscales favorables aux possédants. On peut le dire comme ça. Donc si cette pièce, ce travail-là, par exemple scientifique, il était adapté au théâtre, il faudrait peut-être faire comprendre pourquoi le scientifique s'est intéressé à ça et comment il a obtenu ces résultats-là. Et il faudrait regarder le scientifique. Donc aller, comme tu disais avant, comprendre le comprendre. J'ai l'impression. Mais encore une fois, c'est très empirique, ce que je vous raconte. C'est un peu à force de voir des pièces diverses. Il ne faut pas trop céder à l'émerveillement, en fait, paradoxalement. Parce que, la première chose que vont dire les gens, et c'est normal, et c'est vrai, c'est que la science, c'est merveilleux. Et qu'en fait, il faut être émerveillé par la science et pas voir ça comme une sorte de monstre froid et une suite de protocoles métalliques. Et c'est bien. Il faut évidemment
passer par là. Et dire par exemple que quand on travaille sur la biologie, c'est pas des types en blouse qui font des opérations qui peuvent être vues comme ennuyeuses dans des labos. Il faut montrer d'abord qu'ils sont émerveillés parce que c'est qu'un arbre, comment il grandit, tout ça. Il faut en passer par là. Parce que c'est important de montrer qu'en effet la science a une dimension poétique, comme on dit, c'est quelque chose qui revient énormément. La science est poétique, même les sciences exactes sont poétiques, les résultats sont poétiques, ça part une sorte d'émerveillement face au vivant, ou d'intérêt face au social, tout ce que vous voulez. Évidemment, il y a cette base-là, très importante. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une sorte de mystique, non plus, du scientifique, qui ferait une suite d'opérations poétiques devant un monde enchanté. J'ai l'impression qu'il faut peut-être, il faut prendre de la distance par rapport à comment il travaille et ce qu'il fabrique. Parce qu'il faut rendre, évidemment, parce que tout le projet, finalement, c'est de rendre la science attrayante, en un sens. C'est une des parties du projet. Mais il ne faut pas non plus raconter de bobards aux gens. C'est-à-dire que les astrophysiciens, ce n'est pas des gens qui sont la tête dans l'herbe en train de regarder les étoiles toute la nuit. Peut-être que la pulsion première était celle-ci, et peut-être que toute leur vie, ils sont émerveillés par la Voie lactée, et on leur souhaite, et c'est fort probable. Mais si vous montrez que cet aspect-là émerveillé, j'ai peur qu'on tombe dans soit un idéalisme, soit une vision un peu idéologique de la science, enfin très romantique. Donc pas de chercheurs génies au théâtre et pas non plus de monde enchanté comme dans un conte de fées. En fait, si, mais en les regardant. Enfin, il faut les deux, j'ai l'impression. Okay. Voilà. C'est que, si vous dites à un tel économiste sociologue, il était indigné par la société, alors il a fait ce qu'il a fait, et vous montrez une sorte de figure héroïque qui est là pour démonter le monde social, je ne suis pas sûr que ça rende service à la science. Mais tout ça est parfaitement subjectif. Et ce que je dis, juste une dernière chose, ce que je dis n'engage que moi, pas la reine. Je te remercie beaucoup parce que c'était très très intéressant ce regard du dedans et ce savoir incarné dans tes porteurs, parce que tu observes, tu es un observateur privilégié, un témoin privilégié de ce qui se passe dans la relation art-science. Peut-être que dans 5 ans, je dirais tout à fait autre chose. Alors, je reviens dans 5 ans. Voilà. Peut-être que vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'a pas peur. Oui. Je veux bien en poser une. D'abord, bravo, merci. Enfin, c'était très très convaincant et finalement, j'ai eu l'impression d'assister à un cours d'épistémologie qui pourrait s'appliquer à d'autres situations que celle du théâtre. Une autonomie de la science par rapport aux idéologies, une autonomie par rapport à une vision effectivement mystique ou positiviste. Voilà, donc je trouve ça super qu'il y ait cette qualité de réflexion dans un théâtre qui est orienté vers la divulgation, parce que quand même, je trouve que souvent dans le monde de la vulgarisation, il n'y a pas cette base réflexive telle que vous l'avez exposée. Mais alors, ma question, c'est, il me semble qu'il y a 3 éléments dans ce que vous avez décrit dans votre métier, en fait, de théâtre du type théâtre-science, enfin, c'est ça, théâtre, trait d'union, science, vous utilisez, voilà. Et ma question, c'est, ces 3 éléments sont-ils réversibles, sont-ils démontables de telle sorte qu'on ait une autre configuration? Donc la première chose, c'est ce que vous avez dit, le fait que c'est, du point de vue des scientifiques, plutôt de la vulgarisation. Qu'est-ce qui se passerait si l'objectif des chercheurs n'était pas la divulgation,
mais la production de connaissances. Par le théâtre. On garde l'idée de rapport science-théâtre. Deuxièmement, vous avez dit que c'est le résultat d'une collaboration avec des professionnels de théâtre qui, en fait, eux, se situent dans une discipline à visée esthétique, artistique. Ils appartiennent au grand monde de l'art, je dirais. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si on considérait cette fois le théâtre non pas comme une discipline artistique, mais comme un ensemble de langages, de techniques qui seraient neutres du point de vue de cette appartenance, donc qui pourrait en fait être sorti du monde esthétique pour, par exemple, être utilisé par des sciences. Et donc, par exemple, l'écrit n'appartient pas aux romanciers. Les chercheurs, ils écrivent. Donc, il viendrait à l'esprit de personne de dire si tu es chercheur et que tu veux utiliser l'écrit, va d'abord faire un stage auprès des écrivains, sinon tu seras un amateur. Non, les chercheurs ne sont pas des amateurs dans l'écriture. Ça fait partie, leur professionnalisme dans l'écriture fait partie de leurs compétences en tant que chercheur. Donc, est-ce qu'on pourrait débrayer ça? Et puis la troisième chose qui me semble quand même très importante, c'est le modèle économique. Ce que vous disiez, effectivement, qui est essentiel, c'est que les gens payent pour aller à un spectacle qui va appartenir au grand monde du spectacle, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'ils doivent s'amuser. Enfin, c'est dans l'univers, dans leur emploi du temps, c'est l'univers de la distraction, enfin, au sens large, qui peut être très exigeant, mais il y a quand même du théâtre pas du tout scientifique qui est très dur à voir, enfin, qui est voire très chiant, et néanmoins on aime ça. Voilà, en tout cas, il y a des gens qui aiment ça, et j'en fais partie. Donc c'est pas forcément parce que c'est de la variété, mais quand même, c'est l'idée de on y va le week-end, enfin on y va le soir. Voilà. Donc si on imagine par exemple que ça serait pas du tout dans des théâtres que ça se passe, enfin dans des théâtres on paye un billet, mais je ne sais pas, par exemple des événements scientifiques où au lieu qu'il y ait une succession de communication, il y ait un morceau, par exemple dans la journée, où ce soit du théâtre proposé par un des chercheurs qui disent ben voilà, je vais vous présenter. Donc là, on est dans la communication de la science en train de se faire, pas après qu'elle a été faite, hein, on est d'accord. Et je dis ça parce que donc, dans le spectacle entre guillemets auquel vous aviez participé, où Coros présentait un travail de théâtre amateur, hein, donc, de ce point de vue-là, mais où on faisait dialoguer des textes sur la nature de différentes époques et de différents registres. En fait, moi j'ai eu l'impression, en participant à ce travail, ce processus, de faire un travail scientifique, c'est-à-dire que j'ai appris des choses assez comparables à ce que j'apprends quand je fais un travail de recherche. Et le fait que ça soit du théâtre, c'est-à-dire que le fait de ne pas y faire dialoguer, par exemple, des gens d'époques différentes, mais en respectant, sans faire d'anachronisme, enfin, en respectant toute l'historicité, mais quand même en les mettant sur le même plan à certains égards, ben pour moi, c'était un protocole, en fait, de recherche. Donc, c'était pas du théâtre qui racontait le protocole de la recherche, c'était le théâtre qui était le protocole lui-même. Donc, il me semble que sur ces trois points, il pourrait y avoir du grain à moudre, hein, donc pas de la divulgation, mais de la science en train de se faire, le théâtre comme langage et non pas comme discipline esthétique, et un modèle économique où on n'a pas forcément besoin de faire payer, ce qui change quand même, me semble-t-il, pas mal de choses. Bien sûr. C'est très... c'est en effet, comment dirais-je, là ça va nous emmener un peu loin, mais à mon avis, je vais répondre dans le désordre, d'accord, de manière régressive. Pour la dernière question, sur le fait qu'on pourrait faire ça hors de théâtre, je suis parfaitement d'accord, et même j'appellerais ça de mes voeux, et je pense que ça se fait déjà en fait d'une certaine manière, un peu comme la prose de Jourdain, hein, bon, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend aussi quel théâtre on veut faire. C'est-à-dire qu'un parc technique de ce type, on ne peut pas le mettre partout, et ça va faire des formes théâtrales qui vont être forcément plus légères, un peu plus sèches, et qui ne vont pas forcément ressembler au canon de ce que aujourd'hui dans nos sociétés on appelle le théâtre. Et ça n'a aucune importance. Et, de mon point de vue, c'est pas grave.
si en effet c'est une sorte de théâtre pauvre, de très tôt, très simple. Moi je trouve ça même plutôt esthétiquement très intéressant, et même le fait que ce soit du théâtre qui ne se soit pas fait avec des grands moyens de production, c'est peut-être une excellente chose, même esthétiquement. Donc ça, pour la dernière question, il est évident que c'est faisable en fonction des moyens qu'est prêt à allouer l'université. Donc oui, tout en ayant... Oui, pour cette idée-là, tout en ayant en tête que ça va forcément nous emmener vers des formes qui ne seront pas celles qu'on voit à l'Odéon ou à Nanterre, aux Amandiers. Pour la question précédente, c'est-à-dire le théâtre, en effet, comme lieu de production de la science. Là, je crois qu'on rentre, en fait, vraiment, c'est vraiment une excellente question, parce que si on a une sorte de regard très rapide, hein, historiquement, entre le XVIe siècle et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on va appeler la grande séparation, hein, en fait, entre d'un côté les sciences, ce qui va être appelé les sciences d'un côté, ce qui va être appelé les beaux-arts ou la littérature de l'autre, en fait, c'est 4 siècles d'éloignement qui est tectonique. Hein. Enfin, c'est un mouvement en effet qui ne va jamais s'arrêter, et entre les modèles des humanistes qui écrivaient de la poésie et qui regardaient et qui faisaient des essais d'astronomie à d'autres moments de la journée, ce modèle-là, en effet, n'a eu de cesse d'être fichu en l'air, en fait. Est-ce qu'il faut... et en fait, il y a 2 étapes, hein, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit d'ailleurs juste avant, Irène, c'est-à-dire d'un côté, la dépossession de la connaissance du vivant, c'est-à-dire la littérature et les beaux-arts. Au moment de la modernité, au XVIe, XVIIe siècle, tout d'un coup, il y a des professionnels de la connaissance du vivant qui sont institués, et parallèlement à leur institution, on a l'établissement des beaux-arts, qui n'existait pas avant, et de la littérature en tant que telle. Bon. Et au XVIIIe siècle, l'affaire est pliée. C'est-à-dire que soit vous êtes astronome, soit vous êtes poète, mais vous n'êtes plus l'un ou l'autre. Et au XIXe siècle, et surtout au début du XXe siècle, c'est l'autre. On retire en fait encore un morceau à la littérature et à l'art en instituant les sciences sociales. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qui a été vraiment aussi... Il y a une synthèse magistrale là-dessus, c'est celle de Vincent Debanne, qui s'appelle L'adieu au voyage, chez Gallimard. Lui, c'est un spécialiste de la littérature qui décrit comment ont été périmés les récits de voyage. C'est-à-dire qu'avant, si vous vouliez avoir une connaissance sur un pays, vous lisiez des récits de voyage, puis c'était bon. Puis tout d'un coup, il y a l'institution de l'ethnographie, puis ensuite de la vraie anthropo bien solide française des années 30, qui en fait a détruit le genre du récit de voyage. C'est-à-dire que le récit de voyage était devenu une sorte de bouquin poétique intéressant et sympathique, mais qui n'avait pas du tout l'effet cognitif de l'anthropologie, parce que l'anthropologie fonctionne avec des protocoles. Donc tout ça pour dire que, en fait, à la fin, dans les années 50-60, on n'attend plus vraiment de la littérature qu'elle nous enseigne des choses. Et à partir du moment, et dans les beaux-arts, à partir du moment où on quitte la figuration, et où il y a l'invention de la photographie, il y a le même effet. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de la peinture qu'elle nous renseigne sur quelqu'un. Alors qu'au XVIe, XVe siècle, un portrait, en fait, c'était la personne. Bon, à partir du moment où on a la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse, c'est fini. C'est pareil. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une sorte de longue dépossession des fonctions de production du savoir, tel qu'on se l'imagine, en tout cas aujourd'hui, au cours des trois derniers siècles. Ce qui fait que l'idée, la modernité en littérature et en art, finalement, aboutit à l'autotélisme du nouveau roman, où en effet, on a de l'art qui renvoie à l'art, ou de la littérature qui vise d'abord au style avant d'être un outil de connaissance du monde, parce qu'ils ont été décrédibilisés en fait par la production des protocoles scientifiques. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'apprend pas des choses en lisant des œuvres littéraires ? Bien sûr que si, mais disons qu'elles sont de l'ordre du sensible, de la singularité, de l'intensité, mais ça va se jouer à un autre niveau. La question de savoir si aujourd'hui on peut renverser la vapeur et redonner au théâtre ou à la littérature ou à l'art un degré de légitimité de connaissance du monde et du vivant aussi fort que la science, ou les sciences, ça me paraît être une tâche passionnante et vraisemblablement nécessaire, mais qui n'est pas sans soulever pas mal de problèmes. C'est-à-dire que même dans la représentation qu'on se fait aujourd'hui de la science, des sciences et de la littérature, et du théâtre, c'est-à-dire qu'on n'en attend plus ça. C'est pas ça l'horizon, en tout cas, d'attente. Et donc, ça consisterait d'abord par une sorte de long détricotage
de pas mal de préconceptions. Il y a des gens qui essaient d'apporter des réponses à ça, actuellement, c'est les gens autour de Latour. C'est-à-dire que Bruno Latour et Frédéric Aït-Touati, c'est des gens, en effet, alors eux, évidemment, c'est des spécialistes des croisements entre science et littérature. Donc eux, ils ont des anthropologues et des théoriciens de la littérature. Eux, ils ont une idée qui, en fait, renvoie un peu à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils se disent, avec l'Anthropocène, et avec le fait qu'on va passer à une autre société, enfin, un autre monde, en fait, dans lequel on est déjà passé, c'est-à-dire, en fait, un monde extrêmement inquiétant qui est celui en effet, des bouleversements déjà en cours écologiques, l'art peut permettre de rendre sensible le monde qui vient. Là où les données scientifiques, on va dire canoniquement celles du GIEC, sont incapables de produire des effets de conviction, comme on peut l'observer, hélas, de nos jours, sur les citoyens. Parce que c'est en effet des chiffres, c'est du texte, et donc ça reste froid. Et donc le théâtre peut, là ils ont des mises en scène théâtrales qui en effet visent à produire des effets de connaissance qui passent par le sensible. C'est-à-dire en effet, tout à coup on comprend un concept qui est en fait assez technique, qui est celui de l'Anthropocène, par des mises en scène et des mises en espace du spectateur qui en fait leur font comprendre tout d'un coup ce que c'est. Donc là, en effet, il y a un effet de conviction qui est créé, il y a un effet de connaissance qui est créé par le théâtre. C'est vrai, mais à la fin, il a fallu quand même le boulot de biologistes et de géologues pour comprendre, pour créer le concept lui-même d'Anthropocène. Donc, il y a quand même, enfin, la question reste pendante. Et sur la dernière question que vous avez posée sur celle du style de la littérature, ma réponse est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que les derniers grands écrivains en sciences sociales, en tout cas reconnus comme tels, je veux dire socialement, c'est Lévi-Strauss et Braudel. Mais après eux, en sciences sociales, il y a encore des gens qui le font, mais ils ne créent pas cet effet, on va dire, de littérature. Enfin, en tout cas, l'effet de littérature n'est pas reconnu comme tel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qu'on demande aujourd'hui aux chercheurs, c'est quand même au contraire. Dans leur formation en tout cas, c'est plutôt d'épurer leur style et de créer des effets de... Enfin, s'il y a un style qui est créé, en tout cas, il vise à faire science, plutôt qu'à faire des aphorismes merveilleux comme ceux de Lévi-Strauss. Donc, tout ça, oui, mais j'ai pas la sensation que ce soit la tendance. Je ne sais pas si je réponds à votre question exactement. Est-ce que... Oui, parce qu'il est... Je voudrais pas prendre... Oui. Non, ce que vous avez dit me plaît tout à fait, mais il me semble que ce n'était pas ma question. D'accord. Ma question, c'était pas... que ça m'intéresse par ailleurs, le fait de reconnaître... Irénée et moi, on a écrit un article sur l'hybridation art-science, ouais. Et vous avez répondu là-dessus, en fait. Oui. Mais, et donc, je pense que ça, c'est un beau programme. Mais ce n'était pas ça ma question. Ma question portait sur la esthétisation du langage théâtral et qui devient, parce que oui. On peut regretter que les chercheurs utilisent de façon très restrictive le langage écrit, notamment dans les versions standardisées qui ont le vent en poupe, d'accord. Mais n'empêche que c'est des professionnels du langage. Pour faire ça, pour faire cette standardisation, il faut bien maîtriser le langage. Donc on ne peut pas dire que si on prend le langage écrit, les écrivains seraient bons et les chercheurs mauvais. Ils ne l'utilisent pas de la même façon. Dans cette version, dans la situation actuelle, très séparée. Mais les deux le maîtrisent. Alors, et donc, oui. moi, ce que j'imagine, c'est une situation où ça ne serait pas le même théâtre. Bien sûr, alors là, il y a un truc. Mais chacun maîtriserait le langage théâtral, c'est-à-dire que ce ne serait pas du théâtre amateur. Simplement, les acteurs ou les metteurs en scène ne seraient pas des gens qui auraient été formés dans un monde à visée esthétique, mais dans un monde à visée scientifique, disons de la même manière qu'un chercheur, il doit vraiment savoir écrire, bien sûr. Savoir parler, absolument. Sinon c'est pas un chercheur. Alors là, c'est bon. Là, j'ai compris. Vous voyez ce que il y a un homme qui a répondu à cette question, je pense, c'est un helléniste, et c'est Pierre Chiron. En fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté d'enseigner la rhétorique dans nos sociétés. Et à partir du moment où vous n'avez plus d'enseignement de la rhétorique classique,
Ça fait partie d'ailleurs de ce grand ensemble, hein. C'est-à-dire que vous avez soit un langage transitif pur et dur, qui vise à la transparence et qui va avoir tous les attraits de la scientificité, soit un langage intransitif, dont l'aboutissement final, c'est Michel Butor, en fait. Et donc, pour obtenir ce que vous recherchez, c'est-à-dire un langage qui soit, comment dirais-je, technique, qui soit théâtral, mais qui soit, enfin, de ce que j'en ai compris en tout cas là, il aurait fallu en fait qu'on garde, ou alors qu'on refasse naître, sous d'autres formes peut-être, hein, en effet, les traditions de la rhétorique classique, qui sont éminemment dialogiques. Et toute la rhétorique gréco-latine, ça consiste uniquement en des exercices de parole, qui sont exactement, qui ont été abandonnés à la fin du 19e, mais qui en réalité, peut-être, nous manquent. Et en effet, parce qu'en effet, on est actuellement baladé entre deux types de langage, et peut-être que cette troisième voie-là nous manque. Mais comme on a bousillé les humanités classiques dans ce pays, on est très dépourvu en fait. Parce que ces exercices, c'était des exercices de langage, pur et dur, qui pouvaient passer en plus par des formes fabulistes, ou théâtrales, ou dialogiques, enfin, voilà, tout ce qu'on connaît qui va de Platon à Ésope. Mais à partir du moment où on n'a plus ça, on en voit bien la lacune d'ailleurs. Hein. Et votre question en est un bon indice, j'ai l'impression. Donc, peut-être une dernière question, et malheureusement après il va falloir débarrasser les lieux, mais on peut aller boire un coup. Vous avez une question, madame, excusez-moi. Vous avez parlé de l'Hexagone à Grenoble. Absolument. Est-ce que vous avez des pièces en reproduction peut-être, ou qui sont créées ici et qui vont à Grenoble, ou inversement? On revient sur Terre, là, avec les coprods. On n'en a pas. On n'en a pas. En revanche, on a eu des contacts, notamment avec l'Hexagone et aussi avec l'ensemble de ce qui s'appelle le réseau Trace, qui donc est la sorte de fédération à l'échelle de la France du territoire, donc qui regroupe tous les lieux qui s'intéressent à ça, qui sont plutôt des lieux publics, hein, enfin des lieux subventionnés. On n'a pas eu énormément de contacts. Enfin, on a eu des contacts directs, on a discuté avec l'ancien directeur qui s'appelait Antoine Conjard. Mais il faut bien voir aussi qu'il y avait un peu une sorte d'inadéquation en termes d'échelle. C'est-à-dire que ce plateau-là, c'est notre grand plateau qui fait l'effet d'un timbre-poste, si on compare au grand plateau de la scène nationale de Mélan, qui a des moyens autrement supérieurs aux nôtres, en espace, en technique et en production. Et avec, si j'avais bien compris leur programmation de l'époque, en effet, une pente vers les arts numériques. Les arts numériques ont cela de particulier qui correspondent à l'image plastique, enfin vraiment, oui, à l'image, ou aux images qu'on se fait de la science. C'est un peu quelque chose d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la vidéo comme ça avec, je sais pas moi, des courbes sinusoïdales, de la 3D. Forcément, à un moment, il faut des scientifiques pour faire fonctionner tout ça. Mais on est plus au niveau de la représentation de la science, enfin de certaines représentations de la science d'ailleurs, plutôt que... Est-ce que c'est vraiment du théâtre-science? Pour moi, c'est du théâtre qui s'intéresse surtout en tout cas, moi, aux sciences fondamentales, on va dire qu'aux sciences appliquées. Voilà. Si vous voulez le dire autrement, c'est en réalité, ça correspond à l'attrait général de nos sociétés technophiles. Et donc, en fait, si on voulait le dire, c'est le théâtre numérique, c'est la formalisation théâtrale de l'énorme fantasme pour la technique qui parcourt notre société. Et avec tout ce que... Alors évidemment, ils ont un point de vue critique aussi par rapport à ça. C'est pas... Mais, puis il y a une pluralité de formes là aussi, donc on est vraiment dans quelque chose de très très hétérogène. Mais c'est pas nécessairement une interrogation sur la science. Encore une fois, tout ça est vraiment sous réserve parce que de toute manière, en histoire, dès qu'on commence à parler d'art, parler in abstracto est très très difficile. Il faut toujours s'intéresser à la particularité, à la singularité des œuvres, sachant qu'il n'y a que des prototypes. Donc, je ne suis pas sûr là encore d'avoir tout à fait... votre question était très simple et je suis parti. Voilà, en gros c'est ça. Comme on n'est pas extrêmement nombreux, on peut peut-être aller boire un verre si vous voulez. Oui, volontiers. Alors, on va clore là-dessus. Enfin, je sais pas, mais Irène, c'est vous qui étiez la meneuse. Je suis désolé. On va se dire au revoir. Voilà. Donc,